L'actu du web, du digital, de l'intelligence artificielle, énormément d'IA aujourd'hui et de la tech de ce joyeux 12 novembre 2025, c'est maintenant sur Renaud Décode. Assurez-vous d'être bien abonné à cette chaîne pour ne pas louper les actus de dingo. Et aujourd'hui, c'est une revue d'actu qu'il ne faut pas manquer. Ouais, je vous le dis, si vous vous intéressez à l'intelligence artificielle, il y a foisonnement aujourd'hui. Alors on va y aller méthodiquement, ensemble les amis. Activez bien la petite cloche pour être sûr d'être averti, averti, les deux mon capitaine, si il y a des petites dingueries qui sortent, parce que oui, il y a des dingueries qui vont sortir. J'arrête de dire dingueries, je vous présente les actus. Tiens, ça c'est une bonne idée. C'est parti, c'est maintenant. Avec la sortie très prochaine, non, j'ai pas de date exacte, oui, il y a des spéculations, certains disent le 24 novembre, qu'est-ce qui va se passer le 24 novembre? On n'est pas sûr de la date, par contre on est sûr que c'est en préparation, qu'il y a du monde dans les starting blocks et pas du petit monde, du beau monde. Je l'ai nommé OpenAI et j'ai nommé Google. Bah, qu'est-ce qu'ils vont nous sortir? Des modèles d'intelligence artificielle. Non, c'est pas vrai, bien sûr que si. Donc GPT 5.1 devrait sortir incessamment sous pneu et Gemini 3 devrait également sortir très prochainement. C'est une montée en puissance. Suivez bien les actus du jour parce qu'après il y a des revirements de situation, vous allez voir. Donc GPT 5.1, aujourd'hui on est en GPT 5, donc et Gemini 3 du côté de chez Google. Donc c'est des grands modèles déjà aujourd'hui, les leaders du marché avec Claude qu'on peut rajouter dans ce petit trio. Eh bien il y a deux d'entre eux qui nous sortent des versions, une dite mineure pour l'un, on passe de 5 à 5.1, et l'autre dite majeure pour l'autre. Est-ce qu'elles sont vraiment mineures? Est-ce qu'elles sont vraiment majeures? Qu'est-ce qu'elles auront dans le bidon? Eh bien, abonnez-vous à cette chaîne, activez la petite cloche, parce que dès que ça sort, bien sûr, on teste sur Renaud Décode. OpenAI et Google s'apprêtent à franchir une nouvelle étape stratégique. Les deux, ces nouvelles versions sont pas des petites customisations, sont pas que des petites fonctionnalités. D'ailleurs, on sait assez peu de choses des fonctionnalités. On en est dans la capacité des modèles, pas non plus de la puissance des modèles qui vont sortir, parce qu'en fait, la bataille de la puissance, on a déjà des trucs qui sont au taquet, donc avoir un truc qui est encore plus intelligent que nous, à quoi tu veux que ça nous serve? Non, si, c'est intéressant quand même. Mais ils ont quand même ces nouveaux modèles qui vont sortir avec un rythme effréné. Les derniers modèles sortis, c'était plutôt pendant l'été, on va dire, voilà, pendant cet été. Voilà, là, novembre, accrochez vos ceintures, parce que ça va arriver avec le positionnement de GPT 5.1. Alors, du coup, on a analysé des petits logs, on a analysé des petits codes et on s'est dit, oh là, il est mention de GPT 5.1. Donc, tout ça, ce sont des bruits, ce sont des spéculations, mais on se dit que ça va arriver très prochainement. GPT 5.1 devrait... Je parle au conditionnel sur tout ça, mais c'est pour que vous sachiez aussi s'il va falloir que vous sautiez dessus ou si vous pouvez attendre un petit peu. Sauter dessus, c'est toujours rigolo de sauter sur des trucs. Absolument, faites gaffe quand même. GPT 5.1 peut se faire mal. GPT 5.1, il apparemment insistera sur tout ce qui est raisonnement prolongé. Vous devez le savoir si vous avez l'habitude de poncer GPT-5, il a plusieurs niveaux de réflexion. Celui qui réfléchit pas, on le juge trop rapide et qui dit n'importe quoi. Celui qui réfléchit, on se dit il est très lent, puis à la fin c'est pas ouf. Bref, on est toujours critique avec les trucs, et ça les critiques, OpenAI, ils aiment pas. Donc GPT 5.1 devrait nous apporter un raisonnement prolongé avec, nous dit-on, il n'y a rien de communication officielle, mais on le pense avec du temps raccourci, mais avec une IA qui sera plus logique, qui apportera plus de réflexion logique. Vous voyez, avant de vous dire un truc, je vais d'abord checker, puis je vais calculer un truc, puis je vais relancer une recherche, et je me pose des questions, et après seulement je vous réponds. Alors, faut pas que ça dure 8 plombes, mais GPT 5.1 sera donc capable de vous donner des réponses plus fiables. Sur le papier, on testera dès que ça sort, à mon avis, assez rapidement maintenant. Il y aura également du travail fait sur la mémoire, sur la cohérence de la mémoire, sur l'exploitation du contexte. En gros, tout ce qui fait que quand on a des conversations un peu suivies avec une IA, il perd un peu des choses et du coup, on est un peu déçu. Là, il devrait perdre beaucoup moins, que ce soit sur un contexte très large, donc si vous mettez beaucoup de choses dans votre prompt, ou que ce soit dans la mémoire, et également, ça fait écho à la logique
logique dont je vous parlais tout à l'heure. Donc GPT 5.1 devrait combler les faiblesses de GPT 5. On peut dire que GPT 5.1 se claudise. Voilà, il a envie d'être plus sérieux, d'être quelque chose de plus professionnel pour séduire justement les professionnels. La bataille de l'IA en ce moment, elle est sur les professionnels qui commencent à se dire mais peut-être qu'une intelligence artificielle open source dans ma petite PME, ce serait pas idiot. Comme ça, je paye plus d'abonnements. Comment? Dit OpenAI. Dit non, regarde, on va te sortir 5.1, ça va être un super modèle qui réfléchit bien de la logique, du contexte, de la mémoire, qui va être super fiable, avec des longs chemins de pensée. Il aura aussi plusieurs niveaux. De base, pro, etc., plus ou moins de réflexion, etc. Et il sera beaucoup plus fiable pour toi, ami professionnel, donc achète-toi un abonnement. Ça, c'est du côté de OpenAI 5.1 qui devrait sortir dans les jours qui viennent ou dans les semaines qui viennent. Donc accrochez-vous, abonnez-vous à Renaud Décode et activez la petite cloche. De l'autre côté, réponse du berger à la bergère. Je ne sais pas pourquoi on dit ça, d'où ça vient, peu importe, je demanderai à l'IA. Google semble commencer à prévoir de déployer. Je l'ai dit dans le bon sens, on en est là, donc c'est une question de jours ou de semaines, Gemini 3. Alors vous noterez que de 5 à 5.1 du côté de OpenAI, c'est une mise à jour mineure. C'est pas fondamentalement autre chose, mais c'est quand même une mise à jour. On va voir ce truc-là, pas fonctionnel, mais dans la capacité du modèle. Côté Gemini, on passe de 2.5 à 3. Donc là, c'est un changement en profondeur du fonctionnement de ce nouveau modèle qui va arriver, Gemini 3. Certains, a priori, arrivent à le testouiller à droite à gauche. Bon, on se rend compte que finalement, ils ont testé le mauvais modèle. Donc, on va attendre patiemment, mais on a envie de savoir ce qu'il a dans le bidou. Eh bien, Gemini 3 devrait avoir également une vraie mise à jour profonde dans l'aspect notamment fusion multimodale et multi-utilisateur et multi-device. Google, c'est Google. Ils ont tout un tas de services en ligne dans plein de choses. Ils ont plein d'outils. Ils sont notre navigateur, ils sont notre Google Doc, ils sont notre messagerie mail, ils sont notre agenda, ils sont tout ça. Google, c'est titanesque. Et ben, ils capitalisent là-dessus. Là-dessus également, le but, c'est de séduire les professionnels, mais aussi nous, le grand public, avec des fonctionnalités super marrantes. On dirait que Gemini se ChatGPTise. Bon, chacun fait son petit move sur là où il est moins bon et il essaie d'être encore plus fort. Et Gemini 3 devrait avoir quelque chose qui va probablement nous bluffer, on testera tout ça, qui devrait être totalement interconnecté, de pouvoir faire du texte et de la programmation et de la vidéo et de l'image et de la retouche d'image, le tout dans un seul Gemini. Et puis si on change d'appareil, qu'on va sur son portable, on retrouve tout ça et on peut poursuivre et prendre une photo avec son téléphone et demander sur son PC de faire un truc et l'envoyer sur Google Doc et analyser mon Google Agenda et machin. L'interconnexion totale du côté de Gemini 3, ce qui justifierait qu'on soit dans une nouvelle version du modèle de l'IA. Les deux, GPT 5.1 et Gemini 3, prévoient aussi des grosses avancées sur l'agentique, notamment du côté de Gemini, donc les capacités d'action du modèle. Bref, on risque d'être à un step supérieur, d'avoir des IA qui sont beaucoup plus capables, pas forcément beaucoup plus puissantes, mais plus capable, autant en capacité qu'en fiabilité. On verra bien sûr ce qu'il en est, mais on voit ce rattrapage croisé des IA qui essayent de se prendre des parts de marché, à la fois dans le monde professionnel et dans le monde du grand public. Il y a aussi une petite chose pour les développeurs parmi vous, les bruits de couloir nous indiquent que GPT 5.1 devrait avoir aussi une incidence sur Codex, le modèle d'IA de chez OpenAI, qui est spécialisé en code. Donc ça devrait aussi profiter d'un raisonnement plus fiable, d'un raisonnement prolongé, d'une mémoire, d'une fenêtre de contexte plus suivie de façon plus fiable et respectée de façon plus fiable, ce qui est très important dans le dev. Bref, des grosses dingueries à prévoir chez les deux géants qui se bataillent sévère. Est-ce que l'actu suivante va pas tout foutre par terre? Bougez pas, on y va. Il s'appelle Kimi. C'est comme un kiwi, mais à l'envers, n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Il s'appelle Kimi. Ah, mais on connaît, Renaud, tu nous en avais parlé sur Renaud Décode de ce modèle chinois. Ah, bah oui, le petit Kimi. Si vous allez sur le site de Moonshot AI, vous trouverez les informations sur ce modèle Moonshot AI. Probablement, vous n'en avez jamais entendu parler, alors que c'est quand même soutenu par Alibaba, alors que c'est un champion de l'intelligence artificielle. Certes, tel Zoro, il est sorti de nulle part. C'est pas lui qui sort de nulle part, je sais pas. C'est Benjamin Pavard, on s'en fout, c'est pas la question. Il déboule sur le marché ce nouveau modèle qui s'appelle le Kimi
K2 Thinking. Ils ont plein de modèles. Chez Moonshot, je vous avais parlé récemment du Kimi K2, qui est donc un modèle chinois, entraîné à peu de frais, mais qui est hyper performant, et qui est agentique, et qui est open source, et qui taille des graves croupières aux géants américains. Ah ben oui, mais comme c'est chinois, et que nous, on est en Europe, on regarde toujours d'un côté, et pas de l'autre. Peut-être qu'on a tort. Toujours d'oublier de regarder quelque chose, je pense qu'on a tort. Et en l'occurrence, là, il faut pas louper cette dinguerie que vous voyez ici, qui est donc le fameux Kimi K2 Thinking. Qu'est-ce que c'est que ce modèle? Déjà, vous devez comprendre qu'il est en train de mettre en PLS toute l'industrie de l'intelligence artificielle aux États-Unis, parce que personne l'avait vu venir, ce modèle. Et parce que ce modèle que personne n'avait vu venir, il est agentique, évidemment, il est thinking, donc capacité de raisonnement. C'est testé, c'est benchmarké, on se rend compte que chez Moonshot, on n'hésite pas du tout à balancer des benchmarks, et une fois n'est pas coutume, à balancer des benchmarks qui le comparent. Donc en bleu, vous avez le Kimi K2 Thinking directement aux géants et aux derniers modèles du secteur. On ne compare pas à n'importe qui. Le petit OpenAI que vous voyez ici, c'est GPT-5 en mode pro, donc c'est le plus gros performant modèle, et le petit Anthropic que vous voyez ici, c'est le dernier, Claude Sonnet. Donc vous avez un comparatif sur plusieurs benchmarks. Alors il parle pas, les benchmarks, ils vous disent quelque chose ou pas. En tout cas, il est super balèze, le Kimi K2 Thinking, notamment en raisonnement et en raisonnement agentique. Je vais vous en reparler parce que faut que je vous explique à quel point ce modèle est dingue et pourquoi tout le monde est en panique aux États-Unis dans le monde de l'intelligence artificielle a raison. Et que pour nous, c'est peut-être une opportunité assez sympatoche. Donc le raisonnement agentique, donc les dernières capacités des derniers gros modèles, capacité de raisonnement, donc à simuler une réflexion avant pour aboutir à quelque chose d'hyper balèze avant de vous répondre, ça réfléchit. Et celui-là, il réfléchit super bien et super profondément. Je vais vous en reparler. Et sur l'agentique, c'est-à-dire capacité à se brancher à des outils, à déclencher des actions pour faire des choses à votre place, par exemple. Ça fera gagner un temps fou, c'est super. Ça, c'est sur le raisonnement agentique. Et vous voyez que selon le benchmark qui a été ici publié. Alors des benchmarks, il y en a plein, et généralement on publie ce qui nous intéresse, mais quand même, on est dans un truc où c'est vraiment un niveau au-dessus. On n'est pas genre à se dire « Oh, les IA chinoises, elles sont mignonnes, bon, elles sont open source, on peut les récupérer gratos, c'est cool, bon, elles sont 3 marches en dessous des autres, mais ça va. » Non, là, non seulement c'est open source, c'est balèze, les benchmarks montrent que c'est super puissant et super balèze, et plus que les géants américains. Et en plus, on l'a pas vu venir, ça veut dire que ça a été entraîné relativement rapidement, alors que le cycle de production de nouveaux modèles chez les géants du numérique, qui ont des data centers gigantesques, qui mettent des milliards là-dedans, et c'est tous les 6 mois, on a une évolution un petit peu majeure. Là, boum, Kimi K2 Thinking, il sort de nulle part, il a été entraîné, nous dit-on, chez Moonshot à très peu de frais, pour quelques millions, pour quelques dizaines de millions de dollars. Ils ont entraîné ce modèle, mais ils ont mis beaucoup de technologie, beaucoup de débrouillardise. Ricanent les Chinois en disant « Vous avez fait en sorte de nous priver de puces, nous en Chine », en s'adressant aux Américains. Et du coup, on a dû faire preuve d'ingéniosité, d'avoir un modèle qui, par exemple, est un mixture of expert. C'est un des trucs qu'avait inventé Mistral à l'époque. Donc d'avoir un modèle très grand, mais en fonction du prompt qu'on lui met, il ne fait intervenir qu'une partie, qu'un mix de certaines parties de paramètres dans son modèle. Du coup, l'inférence se fait très rapidement. Ça va très vite à vous répondre, alors que le modèle est très très grand, mais parce que ça sollicite les bonnes parties du modèle. Je caricature un petit peu, mais c'est ça. Et puis, il a également une quantification super poussée. En gros, on sait qu'on va pas avoir beaucoup de ressources d'inférence, pas beaucoup de GPU pour faire tourner le bousin. Donc, on s'arrange pour que dans ce qu'il va nous sortir, dans son entraînement et dans son inférence, il puisse, avec beaucoup moins de calculs, faire un truc qui est quand même très très probant. Et on essaie d'ajuster les curseurs. Les Chinois nous disent, on y est arrivé avec ce Kimi K2 Thinking. On nous dit également qu'en termes de logique et de raisonnement, il est super. Qu'en code agentique, et ça c'est encore une dinguerie, l'apanage aujourd'hui des grands modèles, c'est de dire, pour les codeurs, les développeurs qui veulent faire développer des trucs sérieux avec leur IA ou développer avec l'IA, les développeurs sont ceux qui font le monde de demain, donc on veut les séduire. Vous allez sur Claude, vous allez sur Gemini, mais vous allez pas sur un truc chinois open source. Si, qui nous dit Kimi K2 Thinking, puisque en coding, en codage,
agentique, donc capable de tout comprendre, capable de faire des actions, etc., etc. Il a l'air très fort aussi. Ouais, mais pour le grand public, on n'ira pas. C'est un truc chinois, c'est open source, c'est un truc de geek téléchargé, je sais pas où, machin, etc. Non, 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 nous dit également Kimi K2 Thinking, puisque sur l'agentique Search and Browsing, en gros, les trucs où aujourd'hui les IA américaines sont un petit peu décevantes, on va se le dire. Quand vous cherchez un truc sur le web, vous demandez à ChatGPT, c'est pas toujours dingo. Vous préférez Perplexity, voire certains sont encore sur Google. Non, Perplexity, c'est vachement mieux. Bon, et bien là, Kimi K2 Thinking nous dit aussi qu'ils sont à la hauteur, voire qui plient le game pour certains aspects de cette partie-là, donc les recherches classiques, le browsing, le grand public, et donc Kimi K2 Thinking nous dit, bah tiens, ce serait pas mal d'avoir un navigateur très prochainement avec de l'IA agentique dedans pour que ça navigue à notre place et que ça va avoir du raisonnement, des capacités de naviguer à notre place, le fait de pouvoir faire tout ce qu'on fait sur Internet, c'est-à-dire grave beaucoup de choses, et de le faire de façon fiable, en plus en open source, et je vais préciser quelque chose, et pour très pas cher, et on a su le faire, nous, les techos chinois. Donc vraiment, c'est un cataclysme. Alors c'est un cataclysme pour plusieurs choses. D'une part, parce que je vous le dis depuis tout à l'heure, c'est open source. C'est pas tout à fait open source. Alors c'est open weight. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez récupérer le truc, il vous faudra une machine super costaud, mais avec voilà, des machines pas grand public, PC gamer, vous ne ferez pas tourner ce très très gros modèle très très performant. Mais si vous êtes une PME, vous pouvez mettre un petit serveur. Si vous pouvez mettre du serveur Mac avec beaucoup beaucoup de mémoire, il faudra compter sur 500 Go de mémoire, 512, etc., etc. Mais si vous êtes capable de faire ça, vous pouvez récupérer ce modèle, le faire tourner chez vous, et vous pouvez bouger les paramètres. Alors vous pouvez pas open source total, le triturer dans tous les sens pour réentraîner un modèle avec leur savoir-faire, mais vous pouvez bouger les paramètres pour le mettre vraiment à votre sauce, ce fameux Kimi K2 Thinking. Donc il est dingo, parce que en termes d'impact économique sur les géants de l'IA, ben ça met tout le monde roulé en boule dans un coin. Quand on est OpenAI et qu'on cherche à faire de l'argent, quand on est Claude et qu'on cherche à capitaliser, quand on est Google et qu'on veut mettre la main sur tous les abonnements, on se dit, bah voilà un modèle qui débarque de l'autre bout du monde, ceux qu'on avait torturés un petit peu pour pas qu'ils puissent faire des trucs, et ben on les a rendus malins, ils ont réussi à faire un truc qui est mieux que nous et qui est open weight, et en plus la licence est très permissive. Alors c'est une petite licence à eux, c'est-à-dire que vous pouvez très bien utiliser ça, le mettre dans un de vos services. C'est seulement si vous avez beaucoup de requêtes à Kimi K2 Thinking qu'il va falloir juste mettre un petit macaron sur votre solution en disant propulser le moteur dedans, c'est Kimi K2 Thinking. Mais sinon vous pouvez faire beaucoup de choses avec ce modèle. Un contexte relativement large pour Kimi K2 Thinking, agentique, je vous l'ai dit, mixture of expert, hyper performant, il fait de l'inférence beaucoup plus vite que les autres. Bref, ce modèle est vraiment à tester, et vous pouvez le tester, vous pouvez aller directement, comme je vous le montrais tout à l'heure, sur kimi.com. Et vous allez trouver différentes choses. Alors, je ne sais plus si c'est ça l'adresse exacte, etc. Mais vous taperez, vous chercherez du côté de chez Moonshot. C'est peut-être le plus simple à accéder. Et vous avez différents modèles. Il y a des modèles pour les développeurs, pour la recherche, etc. Mais intéressez-vous à ce Kimi K2 Thinking. Et ayez une petite pensée émue pour les grands majors américains qui sont en PLS en ce moment. Et c'est peut-être une bonne nouvelle pour nous. Peut-être que nous, Européens, on va se dire, bah tiens, le modèle open source, bah, ça pourrait être l'avenir de l'intelligence artificielle. Certes, la Chine va asseoir son pouvoir sur nous tous, mais est-ce que les USA sont déjà pas bien assis sur nos tronches? Pardon pour l'image, mais vous m'avez compris. Ben peut-être que des modèles open source, chacun dans son entreprise, ou peut-être des plus petits modèles locaux à sa maison, ça va être une bonne façon pour nous, les petits humains, d'avoir de l'IA plutôt que de le prendre sur abonnement avec des énormes data centers des géants du numérique américain. Je dis ça, je dis rien. On fera notre choix en termes de société, mais on aurait raison de regarder aussi de ce côté-là, soit pour s'inspirer, soit pour tester, soit pour faire des tas de dingueries. On se tiendra au courant. Mais Kimi K2 Thinking, il y a une chose qui est à peu près sûre, c'est que ça devrait faire chuter le prix des abonnements des IA américaines. Je dis ça, je dis rien, parce que pour concurrencer le truc, si les Européens commencent à regarder de l'autre côté avec ce genre de modèle, bah probablement que les géants du numérique américain vont se dire tout le monde va pas pouvoir s'offrir des abonnements très très chers. Du coup, moi aussi, je vais devoir faire beaucoup d'efforts là-dessus. Bref, le marché va bouger. Attention à la bourse également, parce qu'il y a quelques frémissements là-dessus, et que cette arrivée pourrait bien faire dégonfler, voire péter une bulle de l'intelligence artificielle. Je vous en reparlerai plus loin dans ces actus. Bref, la dinguerie, Gemini 3 qui arrive, GPT 5.1 qui arrive, et des boules comme un chien dans le jeu de quilles, Kimi K2 Thinking. On suivra ça de très près.
Encore des modèles IA qui sortent. Vraiment, en ce moment, tout ce qui se passe est absolument dingue. Il y a les modèles majeurs qui sortent aux États-Unis. Il y a des modèles majeurs qui sortent en Chine et qui sont super performants. Bon, et pour s'amuser, pour prendre un petit peu de repos, pour faire un petit peu de créativité, pour s'inspirer, est-ce qu'il n'y a pas des nouveaux modèles d'images? Ça, on aime bien. Bon, on peut pas avoir des nouveaux modèles dans tout. Bah si, on peut absolument. Avec une fuite qui vient de leaker sur les réseaux et autres. Nano Banana 2 serait sur le point de sortir, serait même quasiment finalisé, donc on le surveille de près. Je vous ai parlé dans cette revue d'actu sur Renault Décode de Gemini 3 qui devrait sortir. Eh bien, Nano Banana, modèle de chez Google, fait peut-être partie de la stratégie de Gemini 3. Donc peut-être qu'ils vont attendre, ils ont peut-être, c'est une supputation que je fais, peut-être que Nano Banana 2 est déjà prêt et dans les starting blocks, et peut-être qu'ils attendent Gemini 3 pour l'intégrer directement dans un truc parfaitement multimodal. Peut-être que, en écoutant les gens qui sont sur X et qui disent « Dis donc, on l'a vu la fuite Nano Banana 2, ça a l'air absolument dingo, fais-le sortir s'il te plaît tout de suite maintenant ». Peut-être qu'ils sortiront avant Gemini 3. On ne sait pas. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que ce modèle est prêt et qu'il est extrêmement performant, déjà en qualité de visuel. Donc, avant, on avait donc Gemini 2.5 Flash Image, on l'appelle Nano Banana. Donc là, ce serait une vraie nouvelle version majeure de Nano Banana, capable de compréhension logique, capable, par exemple, vous le voyez ici, d'avoir une vue sous un certain angle et de comprendre que si on change d'angle, la vue, ça va être ça, de créer des images hyper réalistes, de créer aussi des images avec une patte très particulière, comme on le voit ici. Un modèle qui serait également capable, au-delà de la qualité, donc en 2K, voire en upscaling 4K, et une génération hyper rapide, il sera capable de petites dingueries du genre ça. Aujourd'hui, il le fait déjà un petit peu, mais ça marchote, Nano Banana. Nano Banana 2, on nous dit qu'il va pouvoir être promptable aussi simplement que ça. Voilà, faire des petits griffonnages sur l'image, dire rajoute-moi un pot de fleurs ici, change-moi le truc ici, et boum, il va vous générer une image. Donc ça risque d'être vraiment une avancée majeure, une version majeure dans l'IA générative d'images. Bon, ça peut faire frissonner aussi. Ça veut dire qu'on verra vraiment plus la différence, on commence déjà à plus beaucoup la voir, entre le fake, le généré par l'IA, s'il vous plaît, voilà, et le pas généré par l'IA. Ça veut dire aussi que tout le monde sur la planète va pouvoir faire des créations graphiques, des machins, etc., de dingo, alors qu'il n'est pas du tout professionnel de la retouche d'image. Ça veut dire qu'il y a des emplois qui vont muter, certains qui vont disparaître, certains qui vont être, certaines capacités qui vont être dans les mains de tout le monde. Oui, ce changement sociétal, il se fait aussi sur des petites choses qui ont l'air sympathiques. Nano Banana 2 génération d'images, ça a l'air rigolo. Les implications sont dingues, notamment si on pense que tout ça risque fort d'être intégré dans d'autres outils, bien entendu. Et en plus, tout ça est bien alimenté par une bataille de concurrence, puisque on voit ceci aujourd'hui sur le site de Flux. Alors vous connaissez probablement Flux si vous suivez Renault Décode régulièrement. C'est un modèle d'IA générative d'images de chez Black Forest Labs qui est allemand, donc c'est européen. Bon, allez, si c'est important pour vous, je vous invite quand même à regarder ce truc-là, qui personnellement est une de mes IA génératives d'images préférées parce qu'elle permet de faire plein de trucs et qu'elle a certains modèles comme par exemple le Flux Context qui permet de vachement bien respecter ce qu'on va lui donner pour pas que ça dénature toute l'image quand on lui demande une petite retouche. Eh bien, Flux 2 est en cours de déploiement. Alors moi aujourd'hui j'ai pas pu jouer avec encore, mais il va arriver notamment sur les partenaires de Flux, donc sur Replicate, un site que je vous cite assez régulièrement, un site que je vous cite, ouais, on n'a pas peur. Replicate, c'est un site où vous pouvez tester plein d'IA, pas que images, plein d'IA, et vous pouvez aussi en disposer via API si vous voulez intégrer de l'IA dans vos outils, dans vos services, dans vos petits trucs que vous développez, c'est vachement bien. Replicate, vous payez que à l'usage et c'est vachement cool. Bref, c'est un des partenaires. Il y a également Fall.ai, il y a Mystic également qui diffuse ces modèles et on attend, pour l'instant je ne l'ai pas vu arriver, Flux version 2 qui nous promet là aussi une très forte qualité, notamment dans la compréhension de ce qu'on veut, dans la créativité également. Flux 2
Moi, je dis Flux, Flux, je ne sais pas comment on le dit à l'allemande, à la française, Flux 2, devrait permettre d'avoir beaucoup plus de créativité, nous dit-on, avec une logique où quand on va lui demander un truc, ça va pas faire genre banque d'images, je te donne des images un peu déjà vues et revues. Non, non, on va pouvoir pousser sa créativité pour qu'il nous sorte des choses très différentes qu'on n'a jamais vues nulle part. Ça repousse les limites de la créativité et ça tord un peu le cou des oiseaux de mauvais augure qui nous disent tout le temps oui, mais l'IA, ça fera jamais la vraie créativité, ça fera jamais des trucs qu'on n'a jamais vus. Eh ben, on attend Flux 2 qui promet justement ce genre de choses, qui promet aussi d'être beaucoup plus balèze sur tout ce qui est génération de texte dans une image et également sur tout ce qui est modification, édition d'une image avec une compréhension des différentes couches, des différents layers. Voilà, comprendre que le personnage il est au premier plan, que la forêt elle est au deuxième plan, que ce que je demande de modifier c'est le chemin sur lequel marche le monsieur dans la forêt. Il va comprendre que le chemin il est là, donc il ne faut pas toucher le monsieur ni la forêt derrière. Et comprendre les différentes composantes d'une image, ça risque de nous faire rentrer aussi dans un nouveau paradigme, mot contre triple, un nouveau step de l'intelligence artificielle générative d'images et avec cette concurrence aussi des différents modèles qui rivalisent de capacité en sortant toujours des modèles qui vont beaucoup plus loin. Donc arrêtons s'il vous plaît le fait de dire oui mais je m'y intéresse pas à l'IA parce que c'est pas parfait. Non, il faut s'intéresser alors que c'est pas parfait parce que peut-être que la perfection arrive sur ce coup-là. On suivra ça de très près et dès que ces trucs sont sortis, alors sur Nano Banana on a un doute, est-ce que Google cédera aux demandes du grand public et nous sortira Nano Banana 2 rapidement ou est-ce qu'ils vont attendre Gemini 3 pour le sortir en même temps? Je ne sais pas, on verra bien. Mais en tout cas, on va guetter et guetter surtout Flux 2 qui devrait sortir vraiment incessamment sous peu sur les plateformes partenaires. Ça pose plein de questions. D'abord, on teste et ensuite, on s'interroge. Où est-ce qu'on fait tout ça? Eh bien, sur Renault Décode, par exemple. Ouais, très bien, on fera ça ensemble, bien entendu, les amis, dès que ça sort. Tout ça, vous l'aurez compris, ces nouveaux modèles d'intelligence artificielle qui sortent, ces géants du numérique qui rivalisent de nouveaux modèles toujours plus performants et ces combats de titans entre les deux géants stratégiques planétaires, j'ai nommé les États-Unis et la Chine, dans le secteur de l'IA, de la tech, des data centers, avec des logiques très très différentes, mais qui vraiment se livrent une lutte sans merci. Le cœur de tout ça, c'est le pouvoir. Et pour beaucoup, notamment aux États-Unis, le pouvoir, c'est les sous-sous. OpenAI l'a bien compris. Vous savez que OpenAI récemment a changé de statut. Ils étaient une entreprise à but non lucratif. Bon, bah, on n'est pas là pour faire des sous. Du coup, pourquoi voudrez-vous qu'on vous donne des fonds alors que vous ne ferez pas de sous? Ils viennent de changer en étant à la fois une entreprise à but lucratif. Bon, bah, ça rentrera en bourse un de ces jours. On verra bien. L'année prochaine, tranquillou. Bah, je ne sais pas. On verra bien. Mais en tout cas, ça fera un coup de tonnerre sur le monde tech, boursier, international, etc. quand OpenAI rentrera en bourse, s'il y rentre. Mais en même temps, OpenAI a une volonté, a une mission. C'est aussi une entreprise à mission publique, etc., etc. Ils jonglent entre les deux. Et puis, voilà que la Chine taille des croupières très, 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 très sérieusement au modèle américain, au modèle d'IA américain, en sortant des dingueries tout aussi performantes, voire meilleures, pour beaucoup moins cher, voire en open source. Et ça rebat les cartes des modèles économiques. Et bien OpenAI commence à balancer des petites infos à droite à gauche qui me semblent être des tests de comment le public va accueillir ça, et notamment sur la logique de publicité intégrée à ChatGPT. Je fais une tête un petit peu ouloulou, je suis pas sûr, parce que ouloulou, je suis pas sûr. On verra ce que ça donnera. Mais en tout cas, OpenAI a apparemment bien l'intention de mettre de la publicité dans les réponses que les ChatGPT à venir vont pouvoir vous fournir. Est-ce que c'est une bonne chose? Peut-être que ça veut dire que OpenAI va plus ou moins gagner des sous avec des abonnements. Du coup, ce sera gratuit pour nous. Mais si c'est gratuit, c'est nous le produit. Et le produit qu'on nous vend, c'est de la connaissance mue par l'intelligence artificielle qui elle-même va peut-être être un petit peu orientée parce que on a un lien rémunéré publicitaire à caler dans la réponse. Je ne sais pas, OpenAI s'interroge beaucoup, commence à faire fuiter des choses ergonomiques en disant tiens, si les liens apparaissaient comme ça, est-ce que ce serait cool ou pas cool? Bref, ils sont en train de tester le marché. On aura peut-être l'année prochaine
des IA américaines, celles qu'on bouffe toutes, nous, sans nous poser de questions. Alors qu'on a Mistral, que faisons-nous? Bon, on aura peut-être des IA qui seront des IA publicitaires. Ça vous choque? Ça vous choque pas parce que vous vous dites, bah, à l'ère précédente, du moteur de recherche Google, on avait aussi de la pub à chaque fois et on arrivait à se dépatouiller. Bon, bah, on verra bien ce que ça donne. En tout cas, les modèles économiques sont en discussion. Je rajoute à cette petite actu la petite panique du côté de Wikipédia. La Wikimedia Fondation ne cesse de répéter ces alertes en vous disant attention, notre vie est en jeu chez nous et pour la plateforme Wikipédia, donc cette base documentaire participative sur le web qui existe depuis très 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 longtemps et qui est aussi une source géniale pour les gens qui entraînent des intelligences artificielles. On utilise des petits robots de scrapping, on va bouffer tout Wikipédia tranquillou et ça nous fait un max de données avec des informations dedans écrites avec un certain style qui est vachement bien pour entraîner des IA. Wikipédia dit les amis, stop, arrêtez d'envoyer des petits robots qui scrapent tout notre contenu, utilisez les API de Wikipédia. On a fait chez Wikipédia des API, c'est-à-dire que plutôt que de dire ne nous volez pas, on a dit écoutez, si vous voulez tout nous piller, nous utiliser, on a mis en place une API, vous avez qu'à l'interroger directement et vous prenez tout ce que vous voulez comme ça. Mais au moins, nous, on le sait. Eh bien, visiblement, ça continue du côté de chez Wikipédia, ils se font scraper leur contenu par absolument tout le monde, pas que des petits geeks dans leur coin, sur le dark web, pas du tout, aussi des géants qui entraînent des intelligences artificielles. Wikipédia dit si on est scrappé de partout, on n'a plus de modèle, voilà, et c'est foutu pour nous, et Wikipédia, comme d'autres bases documentaires, n'existeront plus à l'avenir. Donc s'il vous plaît, respectez-nous, respectez les modèles économiques quand on en a un, reversez-nous des sous, utilisez nos API, bref, il y a un petit cri d'alarme de Wikipédia, qu'on aime ou pas Wikipédia, je sais que c'est décrié par certains, ça a quand même grave le mérite d'exister, et la logique, selon moi, est bonne, mais vous pourrez en juger selon vous, ce serait dommage de profiter du fuel encyclopédique, celui-là ou d'autres, pour entraîner les IA de demain. Pour ça, il faut être responsable aujourd'hui. Bref, c'est le petit cri d'alerte. Vous voyez qu'entre modèle économique et course à la puissance, tout ça peut faire des dégâts en espérant qu'à la fin, ce ne soit pas nous qui soyons et le produit et lésés en information à l'heure de l'intelligence artificielle. Méfions-nous tout de même. Cette revue d'actu, elle comporte aussi, enfin, un petit peu de côté réseau social. Ouais, mais en fait, c'est de l'intelligence artificielle aussi. Oh mon Dieu, décidément, on parle que d'IA sur Renault Décode. Non, pas que, mais force est de constater qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'annonces. Et une annonce d'un acteur majeur mondial de l'intelligence artificielle qu'on connaît très très mal ici, en France. Et pour cause, on n'en parle pas, c'est verrouillé, c'est réglementé, on n'a pas le droit d'y accéder depuis la France, mais tout vient de changer, les amis, puisque ça y est, vous avez maintenant accès à l'ensemble des outils de Meta AI et notamment à Vibes. Oh, mais je vous explique et je vous montre, bien sûr. Meta, donc le groupe Meta, Facebook, Instagram, Threads de Mark Zuckerberg, etc., qui font depuis très très longtemps des modèles d'intelligence artificielle, alors aussi des petits modèles open source, des gros modèles, etc. Eux aussi ont une plateforme IA. On parle que de ChatGPT, Grok, Claude, Mistral. Eh ben, il y a Meta également dans l'affaire, très peu utilisé en France, mais il existe et la plateforme existe. Et vous noterez, sous ma petite bulle ici, qu'on commence à voir des fronts, des papillons et des cieux. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh bien, cette histoire, c'est Vibes. Si vous vous rendez donc sur Meta AI, maintenant tout est débloqué pour la France, alors qu'il n'y a pas eu de changement réglementaire ni de mise en conformité. Je m'interroge sur notre façon de réglementer, peu importe, c'est un autre sujet, mais en tout cas, c'est le lancement officiel de Vibes en France, qui est sorti déjà depuis quelques mois aux États-Unis. Vibes, c'est quoi? C'est profiter des capacités de la plateforme avec de l'intelligence artificielle de chez Meta pour poser des questions comme on fait ailleurs, pour avoir des petites fonctionnalités comme on fait ailleurs, mais également, vous le voyez ici, pour créer votre vidéo, puisqu'ils ont bien sûr une IA générative de vidéo assez performante et que vous allez peut-être tester. Maintenant, vous pouvez vous rendre sur meta.ai. Je fais pas de pub. Après, Meta, moi je les juge très très limite sur pas mal de choses, mais vous verrez ce que vous en pensez, vous pourrez tester ça, ça va très vite, vous lui dites fais-moi, génère-moi une vidéo sur telle chose, et il vous fait la vidéo assez rapidement et de qualité, alors
c'est un peu aléatoire, mais ça peut être de très très bonne qualité également. Je vous enjoins d'éviter un petit peu de faire ça. Alors vous allez me dire, ça y est, tu nous mets le spectre de la donnée personnelle et sachant que Meta nous les pille toutes, ben oui, un petit peu, méfiez-vous quand même, vous amusez pas à créer une vidéo à partir d'une photo de vos enfants si vous voulez pas que vos enfants servent d'entraînement aux IA de demain. Je dis ça, je dis rien, bon, on verra comment c'est fait. C'est pas que j'ai pas confiance dans la réglementation française et européenne qui a laissé passer ce genre de choses. Ils ont sûrement tout vérifié avant de dire OK. Et comme c'est OK, bon, on imagine que tout va bien. Bon, ça n'empêche pas de se méfier un petit peu, à mon avis. Bref, on peut générer ces vidéos de pingouins qui font du ski avec des skis, bon pas pourquoi, et de tas de dingueries que vous pouvez faire maintenant avec Meta AI Vibes disponible en France. On notera qu'on est en train de surfer là aussi sur la vague Sora 2. Vous savez, Sora, est la deuxième version de Sora, l'IA générative de vidéos de chez OpenAI qui fait des vidéos absolument dingos, là aussi potentiellement en mode vertical, et Sora qui est aussi une plateforme réseau social. Voilà, Sora d'OpenAI, c'est aussi une plateforme. Alors, chez nous, il faut un VPN pour y accéder parce que c'est pas disponible en France, mais vous pouvez aussi générer des vidéos avec l'IA, mais c'est aussi un réseau social dans lequel ces vidéos générées avec l'IA, elles sont partagées en mode réseau social avec votre petit profil, avec vos amis, avec vos likes sur les vidéos créées par l'IA des autres, avec le fait de mettre votre tête dans une IA et de dire, voilà, bon, un réseau social, sauf que le contenu, c'est de la vidéo générée par l'IA. Mais c'est un réseau social, c'est pas juste une plateforme de génération d'IA comme on a chez d'autres. Et bien c'est la même chose du côté de chez Meta Vibes. Puisque oui, on peut profiter de tout ça pour faire ces petites vidéos, mais bien sûr, on va se retrouver avec un profil. Pour l'instant, moi, vous voyez que je ne l'ai pas du tout utilisé, et que vous allez pouvoir, sur chaque vidéo, aller partager tout ça. Où ça ? Sur les réseaux sociaux du groupe Meta, Facebook, Threads, et puis les messageries également, et puis Instagram, etc., etc. Qu'est-ce que ça nous dit ce truc-là ? Eh bien qu'il devient extrêmement plus que facile, naturel et logique maintenant de se dire si j'ai un compte Instagram, si j'ai un compte Facebook, si j'ai un compte Threads, et la logique veut que le contenu que je pousse là-dessus, c'est je génère une vidéo par l'intelligence artificielle et je la pousse sur les réseaux sociaux. Certains crient au AI slop, au fait d'avoir une profusion gigantesque de vidéos toutes générées par l'IA, certaines étant bluffantes et on ne voit pas que c'est pas une vidéo générée par l'IA, d'autres étant moins bluffantes et ça nous fait marrer, on trouve ça cool, d'autres étant des fake news et du coup on ne sait pas où on est, et puis parfois même on voit des vraies vidéos sur Insta, etc. et on se dit, oh, ce truc est tellement sympa que ça m'a l'air généré par l'IA, alors qu'en fait non. Bref, ça met le foin dans nos esprits, il va falloir qu'on apprenne à vivre avec ces réseaux sociaux et ces contenus vidéo générés par l'IA, en espérant que l'humain prenne ça du bon côté, à en produire des choses intéressantes et inspirantes, plutôt qu'à faire des trucs un petit peu nuls qui nous tirent vers le bas. Bon, c'est un vœu pieux de ma part, on verra tout ça, comment tout ça évolue. En tout cas, sachez-le, depuis la France maintenant, Meta Vibes est accessible pour vous, à tester au moins pour voir ce que ça donne, histoire de prendre l'habitude de ne pas vous faire surprendre, voire de saisir des opportunités de business, de générer plein de vidéos, de démonstrations de produits, de trucs que vous dites et qu'en fait vous dites pas parce que c'est l'IA qui le génère. Bref, il y a également plein d'opportunités derrière. Ce monde est dingo. Meta Vibes, vous pouvez le tester si vous le souhaitez et partager bien sûr vos petites réalisations, par exemple sur des sites super comme renault-descodes.fr. Je dis ça, je dis rien, vous faites comme vous voulez. Je termine cette très longue revue d'actualité avec tous ces modèles d'intelligence artificielle qui sortent ou qui sont sur le point de sortir de partout, avec les Chinois qui nous sortent également des modèles hyper performants, mais dans un mode de commercialisation totalement différent, avec de l'open source, avec des capacités dingues. Bref, dans cette bataille de l'IA mondiale, avec ces enjeux de puissance géostratégique, la bourse est secouée. On entend de plus en plus parler de bulles d'intelligence artificielle. Je fais une petite précaution, les amis. Je sais que vous le savez, mais vous le répéterez à la machine à café. Quand on parle de bulles, alors que ce soit la bulle Internet, la bulle de l'intelligence artificielle, il ne s'agit pas de dire c'est un truc qui gonfle jusqu'à un point où, bloum, ça explose et ça disparaît. Souvent, c'est cette image qu'on a de la bulle. C'est à un moment, ça va tellement gonfler que ça fait flop. Bon, l'image de la bulle en logique comme ça de bourse, alors je vous montre un truc parce que je vais vous partager mon écran juste après. Donc, cette logique, c'est plutôt que cette bulle, c'est un domaine, l'intelligence artificielle, qui est rempli d'air. Et en fonction de l'air qu'on injecte dedans, la bulle, elle est de plus en plus grosse. Et que parfois, si on se rend compte qu'à l'intérieur, c'est pas de l'air, mais c'est du vide,
la bulle, je fais très bien le bruit, elle régresse et elle se rapetisse complètement. Et du coup, bah, les investissements, l'air qu'on avait mis dedans, il vaut plus rien. C'est ça, en fait, la logique de la bulle. C'est pas forcément une explosion. Ça peut être déjà très, très moche et faire beaucoup de dégâts. Déjà, si ça rétrécit, si ça gonfle trop, machin, parce que ça fait jouer des spéculations qui sont cheloues. Et on a vu ces derniers jours, c'est dans l'actu, et à mon avis, c'est qu'un début, et ça, on va voir ce genre de choses se reproduire, j'allais dire, des secousses boursières. Bon, ben, il y a 1 trillion de dollars, je l'ai bien dit ou pas? 1000 milliards de dollars, un trillion ou un trilliard? Non, 1000 milliards de dollars. Voilà, j'ai bien dit, c'est 1 trillion de dollars qui a disparu. Alors, il n'était pas réel, ce trillion de dollars. Donc, valorisation boursière qui a disparu en l'espace de quelques heures à la bourse avec des valeurs hyper emblématiques du marché tech. Là, par exemple, ici, on voit Nvidia. Ici, on peut voir, donc je l'ai mis le truc sur 5 jours. Voilà ce qui s'est passé donc en ce vendredi, en fin de semaine dernière. Ce petit bloom, oulala, ma valorisation, elle a grave chuté. Et puis on voit un rebond aussi. Alors Nvidia, sachant qu'il est hyper puissant, qu'il n'est pas contesté à ce jour, on se demande pourquoi il a pu chuter. On a des choses comme chez Meta, où on voit la même chose avec des récupérations qui sont parfois pas au niveau. On a aussi des géants quasiment institutionnels comme Palantir, qui ont bien chuté, mais qui se sont repris à un niveau plus élevé. Qu'est-ce qui se passe dans ce marché bullier, ça se dit pas, mais j'ai envie de le dire, de l'intelligence artificielle? Bah déjà, il y a pas mal de mouvements d'alerte de la part du FMI, de la part des cabinets, genre JP Morgan, etc., qui a fait beaucoup d'alertes là-dessus, mais il y en a d'autres qui disent, mais en fait, vous vous rendez pas compte à quel point c'est une bulle, c'est un truc qui est rempli de vide ou d'air, on sait pas trop. Et en fait, la logique de cette bulle IA, qui est une logique qu'on n'a jamais vue jusqu'à maintenant, même à l'heure de la bulle Internet. À l'heure de la bulle Internet, on mettait beaucoup d'argent parce que le web, l'Internet, c'était super. Et donc, tout ce qui avait du Internet dedans, on le valorisait, c'était cool. Là, dans l'IA, on a une mécanique supplémentaire. Déjà, on a la même mécanique. Dès qu'un truc a de l'IA, c'est cool. Mais en plus, on se rend compte que ce marché peut être disrupté très vite, ce qui n'était pas le cas d'Internet. C'est-à-dire qu'un modèle chinois peut débouler en open source, pas besoin d'abonnement, et être meilleur que les autres. Et bien du coup, tout ce qu'on a mis dans ChatGPT, dans Claude, machin, en valeur absolue financière de ce qu'on va récupérer en abonnement, ça vaut plus rien. Ah, mince. Donc, il y a quand même une réalité économique derrière. Et puis, l'autre mécanique dont on parle jamais, qui me paraît extrêmement importante, c'est que cette bulle IA, les acteurs de l'IA se disruptent eux-mêmes. C'est-à-dire que si par exemple, je vous la fais très courte, vous êtes un gros acteur du logiciel, vous décidez de mettre de l'IA dans votre logiciel pour que ça fasse des trucs un petit peu tout seul, et bah du coup, tout le monde va investir chez vous en disant, dis donc, il a fait sa version IA alors que les concurrents non, hop, je mets de l'action, et boum, la valorisation boursière est plus élevée. Alors que l'outil en lui-même, il fait la même chose qu'avant, il est vendu le même prix qu'avant. Mais on a misé sur ce cheval-là, contrairement aux autres. Mais ce qu'on n'a pas vu, c'est que si demain on nous sort, et ça commence déjà à être le cas, des navigateurs agentiques par exemple, donc des IA mises dans le navigateur qui vont se servir de l'ancienne version du logiciel qui n'avait pas d'IA dedans pour eux, IA, utiliser votre logiciel à votre place, en fait on n'a pas besoin d'avoir l'IA dans le logiciel puisqu'on a une IA qui utilise le logiciel. Donc en fait la valorisation qui a été produite en mettant de l'IA dans le logiciel, elle vaut plus rien parce que c'est auto-disrupté par d'autres acteurs de l'IA. Ce marché s'auto-disrupte lui-même en avançant. Et c'est un peu ça qui s'est passé. Alors pour l'instant, c'est une secousse, je sais pas comment on appelle ça, voilà, bloom, on se rend compte du truc. En plus, on a des acteurs, là pour le coup, un des déclencheurs, c'était SoftBank, donc la plus grosse manne de financement dans la tech, SoftBank, qui a décidé de revendre ses parts dans Nvidia. C'est pour ça que le truc a chu, mais c'est plus une orientation stratégique parce qu'ils misent tout autant sur OpenAI. Donc en fait, ils changent de chevaux, simplement ils n'ont pas fait disparaître de l'argent. Mais ça a créé cette petite secousse, ça a lancé cette secousse, entre autres choses. Et par rapport à la bulle IA, ça fait floup, puis ça a grossi. Pour certains, pas assez, et du coup, ils sont dans la panade. On parlait de Meta tout à l'heure. Pour d'autres, ça rebondit encore plus haut, comme c'est le cas, par exemple, chez Palantir. Mais en tout cas, les enjeux sont en train de bouger. Attention, ces revirements-là, je ne suis pas en train de vous dire ne jouez pas en bourse. Si, je suis en train de vous dire ça. Le marché n'est pas stable du tout. Et ça ne veut pas dire du tout que demain, si une bulle IA explose, il n'y aura plus d'outils IA. Non, non. C'est juste qu'il y aura des gagnants
et il y aura des perdants, et qu'au final, bah, si on veut faire de la vraie valeur, faut quand même nous vendre des trucs. Donc il faut qu'on l'achète. Bon, finalement, c'est nous qu'on décide. Ouais, là, les valorisations vont bien au-delà du réel de ce petit monde. Donc on suivra ça de très près, mais méfiez-vous, ce truc risque de faire des gagnants, des perdants, des entreprises qui vont disparaître, donc il faut tester plein de choses. Et il faut toujours avoir un train d'avance pour pas être en retard sur ce qui peut se passer avec cette fameuse bulle. Voilà pour ces actus du jour. Il y avait énormément de choses. J'ai essayé de faire aussi didactique, complet et en même temps rapide que je pouvais, mais il y aurait plein d'autres choses à vous dire. Mais vous savez quoi? On n'a qu'à se retrouver sur renault-décode.fr et on se retrouve bien sûr en live tous les lundis midi, mercredi midi, vendredi midi pour discuter de tout ça, tester ces modèles quand ils vont sortir, s'interroger dessus, bénéficier sur le site des retours d'expérience des uns et des autres. Vous avez testé Vibes, vous avez fait une vidéo, montrez-nous ce que vous avez fait, avec quel prompt. Est-ce que ça se diffuse bien sur Instagram? Est-ce que ça fait un bon boost sur votre compte? Bah, du coup, on va peut-être trouver un vrai. Retour d'expérience, test, réflexion, en plus des actus. C'est important que vous suiviez et les lives de Renault Décode et le site web, le camp de base de l'émission, si vous avez envie de discuter avec nous tous de tous ces sujets passionnants et qui forgent le monde de demain. Merci d'avoir suivi cette revue d'actu, un peu longue, mais il fallait parce que c'est dense, il y a des jours comme ça. Et je vous retrouve avec grand plaisir et bonheur très prochainement pour une nouvelle revue d'actualité web, IA, digital, tech sur Renault Décode.